Vidéo un peu spéciale parce que j'ai jamais fait ce genre de choses, mais en étant sur Twitter, eh bien, je suis tombé sur un thread extrêmement intéressant sur le Venezuela. Et pourquoi extrêmement intéressant? D'une part, parce qu'on y voit beaucoup de ressemblances avec la France, avec ce que certains politiques français proposent, mais également parce que c'est le Venezuela avant l'embargo américain. Vous savez qu'actuellement, quand on vous dit que le Venezuela est une catastrophe, un Vénézuélien sur quatre a quitté le pays pour pouvoir vivre, pour pouvoir se nourrir. Le Venezuela est une catastrophe, le communisme est une catastrophe d'une manière générale, mais là, le Venezuela en est une prouvée, et très souvent, on vous dit, non mais, en fait, c'est à cause des Américains qui ont fait un embargo. Eh ben, non. Et le gros intérêt de ce trade, justement, que j'ai trouvé sur Twitter, eh bien, c'est qu'il montre le Venezuela avant l'embargo. Et vous verrez que, en fait, les catastrophes économiques du Venezuela, le fait que la population s'appauvrit terriblement, eh bien, c'est avant l'embargo américain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également aider la chaîne en allant sur la boutique de la chaîne. Donc la boutique, vous l'avez dans l'onglet boutique, que ce soit sur dromaeconomy.com ou sur ma chaîne YouTube. Et puis si vous regardez juste la vidéo sur YouTube, eh bien, vous avez aussi dans la description des liens pour aller vers la boutique où vous trouverez des polos, où vous trouverez des stickers, vous trouverez des magnets, des casquettes, pas des chapeaux comme celui-là, faut pas exagérer, mais des casquettes, des t-shirts à manches longues et des sweats, etc. Donc, allez sur la boutique, il y a des produits de bonne qualité et je pense qu'ils vous plairont bien parce que ça fonctionne plutôt bien. Bon, voilà, j'ai fait ma petite promotion. Maintenant, on va voir le Venezuela. Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que je trouve qu'il y a des liens extrêmement forts avec la France d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui vous disent un autre monde est possible, parfois caché sous une apparence un peu verte, vous savez, les verts pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, mais non! Tout ce qu'ils vous racontent, ce sont des billevesées. Et ça a été essayé dans de très nombreux pays, exactement pendant un peu plus d'un siècle, sur la moitié du monde. Et à chaque fois, on a les mêmes résultats, des catastrophes économiques. Et attention, quand je parle de catastrophe, je ne parle pas d'un chômage qui monterait à 7%. Non, je parle de gens ruinés qui n'arrivent plus à se nourrir ou à nourrir leurs enfants. Je parle d'interdiction au carré d'absolument tout, de gens qu'on envoie dans des camps de concentration. Là, on va voir, on n'en est pas, je ne suis pas allé jusqu'à la partie répression extrêmement forte du régime. Je suis juste allé avant comment tout a démarré au Venezuela. Le Venezuela que LFI vous cite comme un exemple merveilleux. Je vais aller juste sur comment ça a démarré au Venezuela et pourquoi il y a eu l'écroulement du Venezuela juste avant que les Américains prennent des sanctions contre ce pays. Le Venezuela, autrefois pays le plus riche d'Amérique latine, est désormais l'un des plus pauvres. Comment est-ce arrivé? La gauche, qui soutenait la politique de Chavez, place le blâme sur Maduro, mais nous allons voir qu'en fait, c'est le socialisme qui les a tués. Et c'est très important parce que justement la gauche a changé un peu son discours pour essayer d'expliquer que non, que c'est bien, que leur politique est merveilleuse. Vous allez voir, non, c'est vraiment le socialisme qui est une catastrophe. C'est vraiment ça qu'il faut éviter. Donc, petit rappel au début, donc c'est un trade de Max. Petit rappel, les sanctions US sur le pétrole commencent en 2017. Donc là, on va voir tout ce qui se passe avant 2017 et vous allez voir que le problème vient vraiment du socialisme. Comprendre la politique de Chavez. Chavez arrive au pouvoir en 1999 à la suite d'élections. Il avait auparavant tenté un coup d'État. Sa politique se place dans la droite ligne du socialisme, réduction des inégalités par un dirigisme économique.
Ah oui, oui, ce n'est pas du vrai socialisme. Vous savez, très souvent, on vous dit non, mais ça n'a pas marché en URSS parce que c'est pas du vrai socialisme, ou ça n'a pas marché dans tête. En fait, tous les pays qui se sont effondrés, on vous dit non, non, mais c'était pas du vrai socialisme. Si, c'est du vrai socialisme. Le socialisme, ça ne marche pas. Point barre. Un truc commun à tous ceux qui n'ont pas connu de régime communisme, mais qui aimeraient l'imposer sans même avoir étudié les régimes, c'est de dire ce n'est pas du vrai socialisme. D'un côté, ils ont raison, on va voir pourquoi. Bon, mais là, c'est pas ça qu'on regarde aujourd'hui, mais non. Le socialisme est une catastrophe. Vous savez que j'ai vécu en Roumanie peu après la chute de Ceausescu. Voilà, plus jamais de socialisme. Le Venezuela est un pays riche en ressources. Il entend utiliser ces ressources pour financer des politiques sociales. C'est un discours classique qu'on entend toujours, aller chercher l'argent là où il est. Et donc là, il reprend justement quelque chose d'Emmanuel Bompard. Je vais voir si on peut l'écouter ou pas. Alors c'est quelque chose de 2022, mais je pense que la position de Manuel Bompard n'a pas dû beaucoup changer, hein, donc député LFI. Manuel Bompard, pardon, vous dites, vous, ce soir, 20 milliards, c'est bien, mais c'est pas assez. Vous pensez qu'on peut aller encore plus loin, qu'on a les moyens d'aller plus loin que ça? Non, mais ça dépend sur quel sujet. Mais bien sûr qu'on a des propositions d'autres dépenses, mais je vous fais remarquer qu'on a aussi des propositions de recettes pour mettre en face de ces dépenses. Et ce que je regrette dans le projet de loi tel qu'il figure, en tout cas tel qu'il a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, c'est que c'est un sujet, la question des nouvelles recettes dans cette situation particulière, qui est complètement esquivée. Et notamment, puisque c'est là où je veux en venir, le fait de à aucun moment se poser la question de comment, dans cette situation, on met à contribution les super profits. L'année dernière, les entreprises du CAC 40 ont fait un record de dividendes. Est-ce qu'à un moment, on se pose la question de savoir comment on les met à contribution? Parce que vous avez raison, ça peut pas être que de la dépense publique. Mais soit on fait moins, soit on dit il faut faire davantage, parce que ce projet de loi, c'est pas un projet de loi d'augmentation du pouvoir d'achat. Hein. Alors, les 20 milliards, ils vont dans la poche des Français quand même. D'accord, mais exemple, vous avez montré revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Tout le monde dit c'est super, 3,5%. Vous dites vous-même que l'inflation, elle va être de 6 ou 7%. Donc de manière relative, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires. Excusez-moi. Le gouvernement dit c'est super, on va bloquer la hausse des loyers à 3,5%. D'accord, très bien. Ça veut dire que les loyers peuvent monter de 3,5%, ce qui à l'année représente à peu près 300 € de perte si on prend le loyer moyen en France qui est de 700 €. Donc, bien sûr qu'il faut faire davantage, mais il faut aussi aller chercher l'argent là où elle est, et notamment dans la poche de ce que M. Macron a appelé les profiteurs de crise. Manuel Donc l'idée, vous voyez, de ces personnes, c'est d'aller récupérer l'argent dans la poche de ceux qui l'ont, donc les propriétaires immobiliers. Je vois régulièrement des gens qui me disent non mais c'est normal de squatter, etc. Les propriétaires, les multipropriétaires, c'est mal et tout. Ou alors les entreprises du CAC 40, allons piquer les dividendes, allons les nationaliser, on ira mieux. C'est donc ce qu'a fait Chavez en arrivant au pouvoir au Venezuela. C'est la révolution bolivarienne qui se prétend socialisme du XXIe siècle. Avant Chavez, la situation du Venezuela est loin d'être bonne. Les inégalités sont fortes, les industries fonctionnent dans des situations quasi monopolistiques qui ne profitent donc qu'aux élites du pays. Donc il n'est pas question de dire que le Venezuela c'était merveilleux avant Chavez. Concrètement, quand il arrive au pouvoir, il nationalise les industries les plus profitables du pays. L'État utilise ses profits pour financer des politiques sociales. La sidérurgie, le secteur bancaire, les cimentiers, les entreprises pétrolières sont nationalisées. Donc, il fait un peu ce que nous propose Bompard. Enfin, évidemment, Bompard ne va pas aussi loin parce qu'aujourd'hui, ça serait ridicule de le proposer en France, mais l'idée, c'est on va prendre l'argent de Total, par exemple. Donc, on nationalise Total, il ne versera plus de dividendes, on prend tout. L'État prend tout. Donc, sidérurgie, secteur bancaire, cimentier, entreprise pétrolière. On récupère tout. En parallèle, l'État met en place des politiques sociales. Le système Mercal achète à prix fixe de la nourriture qu'il redistribue.
Cette politique crée à terme des pénuries alimentaires comme dans l'ancien bloc de l'Est. Mais ça, on y reviendra. Mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment l'idée que l'on a à LFI ou chez les escrologistes, c'est-à-dire on récupère l'argent des très grandes entreprises et puis avec cet argent, on va financer des systèmes sociaux et redistribuer énormément de cet argent. Pourquoi, en fait, ce problème, ce Mercal, par exemple, voilà, on achète de la nourriture qu'on redistribue. On pourrait se dire, c'est super, l'État rachète, prend l'argent de Total, rachète de la nourriture qu'il va redistribuer. C'est dit, impeccable, vu comme ça, impeccable. Pourquoi ça n'a pas marché? Les raisons sont toujours les mêmes. Si le prix d'achat ne prend pas en compte les coûts de production, il ne rémunère pas le risque. Et il n'y a pas de production. Aucun signal prix n'incite la production. C'est l'application de l'offre et de la demande. Prix bas égale production basse. En fait, le système Mercal, si vous voulez, il va décider d'acheter la viande, le lait, on le verra tout à l'heure, à un certain prix. Il dit, voilà, moi j'achète des sommes, des trucs gigantesques, donc je décide du prix fixe. Le système Mercal fixe achète à prix fixe la nourriture qu'il redistribue. Donc je suis l'État, je décide d'acheter à prix fixe la nourriture que je redistribue. Seulement voilà, à prix fixe, qui fixe le prix? Vous savez, c'est un peu, moi, l'un des problèmes que je vois notamment à l'hôpital en France. Vous avez la sécurité sociale qui fixe les prix, les tarifs. Le tarif de votre médecin généraliste, c'est la sécurité sociale qui le fixe. Et elle va fixer le prix de l'hôpital. Oui, seulement le problème, quand vous fixez un prix, c'est que vous créez des pénuries. Et ça, on le voit toujours. On l'a vu, rappelez-vous, pendant le Covid, l'État a fixé le prix, à un moment, il a plafonné le prix du gel hydroalcoolique. Et tout d'un coup, il n'y a plus de gel hydroalcoolique en France. Tout est parti en Belgique. Tout simplement parce que l'État n'est pas capable de fixer le prix. Le prix, ça se fixe dans un rapport entre l'offre et la demande. Donc vous avez une offre de service ou une offre de nourriture, et puis vous avez une demande de nourriture. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont dire « Moi, je ne peux pas fabriquer la nourriture à moins de 15 €, sinon, je donne un chiffre comme ça. À moins de 15 €, sinon, eh ben, je perds de l'argent, donc j'accepte de travailler à partir de 15 €. Et puis, j'aimerais vendre ma nourriture le plus cher possible pour pouvoir gagner le plus d'argent possible. » Et en face, vous avez un consommateur qui dit moi, évidemment, je ne peux pas dépenser plus de 17 € pour ma nourriture parce que sinon, je n'ai pas assez d'argent pour acheter les choses. Et puis, j'aimerais acheter le moins cher possible, évidemment, ma nourriture. Et donc, vous avez le producteur à 15 €, le gars, l'acheteur qui est à 17 €, et puis ils vont essayer de trouver un accord. Et cet accord, ça va être le prix qui va se fixer automatiquement, qui sera entre 15 et 17 €, donc idéalement à 16, mais qui sera entre le prix auquel peut fabriquer le producteur et le prix auquel peut payer le consommateur. Et on va avoir un équilibre qui va se faire. Seulement, s'il n'y a plus de consommateurs de manière générale, mais plus qu'un seul acheteur, comme ça a été le cas avec Mercal au Venezuela et comme c'est le cas avec la sécurité sociale en France, eh bien en fait, l'acheteur fixe le prix, mais qui ne peut pas aller au producteur. Enfin, il y a très peu de chances que ça convienne au producteur. Et à chaque fois, on obtient toujours un problème, et c'est pour ça que vous aviez notamment des énormes pénuries en URSS, c'est-à-dire qu'on vous fixait le prix de la viande, mais les gens disaient mais à ce prix-là, je peux pas fonctionner, et donc on arrivait avec des pénuries qui étaient énormes, tout simplement en URSS à cause de ça. Et là, on a eu exactement la même chose avec l'économie vénézuélienne.
On assiste petit à petit à un délitement de l'économie vénézuélienne encore peu visible. Mais quand le système Mercal achète le lait sous le prix de production, donc moins cher que ce que Mercal décide d'acheter le lait, moins cher que ce que fabrique que le coût du producteur, eh bien les agriculteurs transforment leur lait en fromage. Et on importe du lait en poudre. De toute manière, le producteur de lait, l'agriculteur, lui, il dit mon lait, c'est bien beau, vous me l'achetez 10 euros, mais moi, mes coûts, c'est 15 euros, donc je peux pas vous vendre le lait à 10 euros, sinon je fais faillite. Donc, ce qu'il fait, le lait, il le transforme en fromage, tout simplement, pour réussir à obtenir quelque chose. Et je sais que certains vont me dire, mais dans ce cas, il suffit de l'obliger. Il lui interdire de faire son lait en fromage, et on l'oblige à faire du lait, à vendre son lait. Alors ça, c'est l'Argentine qui a essayé. L'Argentine a fixé les prix à un moment de la viande. Résultat, du bœuf. Résultat, le bœuf est parti à l'étranger. Il n'y avait plus de bœuf à vendre en Argentine parce qu'ils ont fixé le prix trop bas. C'était juste là pendant l'inflation qu'on a eue. Bon, l'Argentine avait bloqué le prix de la viande et du coup, la viande est partie à l'étranger. Et du coup, l'Argentine a dit, bon, puisque c'est ça, moi, j'interdis que la viande parte à l'étranger. J'interdis les exportations. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand vous achetiez de la viande, elle devenait blanche. Pourquoi blanche? Eh bien, tout simplement parce que cette viande argentine, ce qui devenait intéressant pour les producteurs, c'était de la bourrée de graisse. Et en fait, vous n'aviez que très très peu de viande et énormément de graisse autour, parce que sinon, ils perdaient de l'argent. Et donc, je vais voir, je ne suis pas sûr de trouver ça, j'aimerais bien vous trouver une photo. Viande, graisse, Argentine. Je prends pas trop de temps, j'aimerais bien vous montrer une illustration pour que vous voyez ce que c'est. Non, malheureusement, j'ai pas de. Je suis désolé, je trouve pas de photos qui conviennent. Mais bon, j'en avais vu beaucoup sur Twitter à un moment, mais là j'en vois pas. Tant pis. Tant pis, on va pas y passer des heures, j'aurais bien aimé vous montrer. Mais de toute manière, voilà, sachez juste que la viande argentine était devenue en fait des gros tas de graisse parce qu'il y avait pas, parce que si c'est pas rentable pour le producteur, c'est pas rentable pour le producteur. Il le fera pas. Et vous non plus, vous ne le ferez pas. Prenez votre exemple à vous. Si demain, je vous dis, écoute, tu vas aller travailler à l'usine. Tu vas aller travailler à l'usine à côté, hein, le métier que vous faites actuellement, peu importe, mais dans l'usine d'à côté, ou l'entreprise d'à côté. Bon. Pour cela, pour te déplacer, ça va te coûter 20 euros par jour de déplacement pour y aller. Et moi, je te paye 15 euros. Ton salaire, ça sera 15 euros par jour. Mais l'aller-retour te coûtera 20 euros. Vous allez me dire, et vous allez dire, non, je ne le fais pas. Je vais pas aller faire des allers-retours à 20 euros si tu me payes 15 euros. Eh bien, c'est exactement la même chose là. C'est-à-dire que le producteur, si vous ne lui payez pas, si c'est en dessous des coûts de production, il va juste arrêter de travailler. Donc, il va d'abord chercher des moyens de financer, hein, comme vendre à l'étranger plutôt que, ou faire du fromage à la place de lait et vendre à l'étranger plutôt que de vendre dans le pays. Et puis si vous le contraignez complètement, eh bien, il va trouver un moyen pour que lui, ça ait un tout petit peu de rentabilité, c'est-à-dire qu'il vous vendra non plus de la viande, mais du gras. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce que sinon il fait faillite. Donc il fera un autre métier. Si jamais vous essayez encore de le contraindre davantage, il ira faire un autre métier, et puis c'est tout. Ce système favorise aussi la corruption des fidèles du parti. Ils achètent le lait au prix de Mercal et ils le revendent au marché noir au prix de marché. L'État subventionne les enrichissements personnels. Et c'est autre chose qu'on avait énormément vu dans d'autres pays communistes. C'est-à-dire que ceux qui sont bien placés dans le parti vont profiter du système. Ils vont pouvoir acheter, donc là, d'un exemple, ils achètent au prix qui est fixé par l'État,
le prix Mercal, donc ils achètent le lait, mais derrière, il se crée forcément un marché noir puisqu'on a une pénurie de lait. Hein, puisque les producteurs ne font plus de lait. Vous avez normalement une pénurie de lait. D'ailleurs, on voit, Mercal est obligé d'acheter du lait en poudre ailleurs, dans d'autres pays. Donc, on a une pénurie de lait. Du coup, il se crée fatalement un marché noir. C'est toujours comme ça. Il se crée un marché noir. Que font les apparatchiks du parti? Ils en profitent. Ils achètent le lait au prix Mercal. Hein, le lait est acheté au prix Mercal. Ils en achètent un maximum et puis ils le revendent sur le marché noir. Et comme ça, ils se font un maximum d'argent. Le marché noir étant celui qui rencontre à ce moment-là l'offre et la demande. C'est-à-dire que moi, producteur, je peux fournir du lait à 17 euros. Je ne peux pas le faire, je peux pas le faire à 15, toi, ou à 10. Toi, acheteur, tu es prêt à payer 17 euros. Moi, je te vends mon lait 17 euros. Et le gars et les apparatchiks font un peu leur beurre là-dessus. C'est toujours des systèmes qui favorisent ceux qui appartiennent au pouvoir en place. L'État investit aussi dans l'éducation. Plusieurs programmes existent qui vont de la simple alphabétisation à l'enseignement supérieur. Le Venezuela a réussi à quasiment faire disparaître l'analphabétisme en quelques années. Ça, c'est une grande réussite apparente. Ils font disparaître l'analphabétisme en quelques années. Ces bons résultats qui masquent cependant une réalité. Les autres programmes d'éducation donnent peu de résultats. Dans les faits, on imprime des diplômes après avoir fait visionner des cassettes cubaines. La productivité n'augmente pas. La productivité, c'est un moyen bien de voir l'éducation. C'est-à-dire plus l'éducation est élevée, plus le niveau d'éducation est élevé, plus la productivité augmente. Donc c'est un bon repère. Si vous imprimez, vous savez, c'est exactement le cas qu'on a aujourd'hui au baccalauréat. Vous voyez, ça m'a amusé parce qu'on voit vraiment, en gros, au Venezuela, ce que l'on voit aujourd'hui en France, en plus petit, mais on sent que ça va aller plus grave. C'est-à-dire, le baccalauréat, on le donne à tout le monde. Vous avez 98 ou 99% de gens qui ont le bac et 20% de mentions. C'est du délire. C'est du délire. Mais dès que vous faites une comparaison internationale, PISA par exemple, c'est avant le bac, d'accord, mais PISA nous dit qu'on est nullissime en quatrième. Qu'un élève sur deux ne sait pas lire correctement en quatrième. Au bac, on distribue le diplôme à tout le monde, mais l'université, donc les gens vont à l'université puisqu'on est obligé de les accueillir à l'université. L'université, petit à petit, fait son tri d'une année sur l'autre en voyant des gens illettrés qui arrivent à l'université. Et en fait, du coup, vous avez un problème qui est en fait juste décalé. C'est-à-dire que si vous donnez le bac à tout le monde, si vous laissez tout le monde arriver jusqu'au bac, c'est-à-dire, en principe, vous devriez déjà avoir un système qui bloque en sixième. Tu ne sais pas lire, tu ne vas pas en sixième. C'est le minimum. Pour moi, tu ne sais pas lire, tu ne vas pas en CE1. Mais ton sixième, tu ne sais pas lire, tu ne vas pas en sixième. Tu ne sais pas compter, tu ne vas pas en sixième. On te laisse là jusqu'à ce que tu aies compris comment ça marchait. En quatrième, on s'aperçoit que la moitié des élèves ne savent pas lire correctement. Il devrait y avoir à ce moment-là une redirection massive des élèves vers de l'enseignement technique. Je veux dire, on n'est pas tous faits pour faire des études à l'université ou pour devenir médecin. Donc il y a des gens qui vont s'éclater, qui vont être bien meilleurs en tant que réparateur de bagnole ou en tant qu'ouvrier ou en tant que boulanger, qui vont s'éclater dans ces métiers-là et qui vont donner leur plein potentiel dans ces métiers-là. On peut se dire que quelqu'un qui ne sait pas lire correctement, il faut l'orienter vers autre chose, pas vers les études. Il faut l'orienter vers quelque chose dans lequel il s'épanouira, dans lequel il sera bon. Ça ne sert à rien d'aller essayer de lui faire de la sociologie après le bac. Il faut l'orienter vers autre chose. Donc. Mais, même chose, on amène tout le monde jusqu'au bac. Au bac, on distribue le bac à tout le monde. Du coup, le diplôme n'a plus aucune valeur. Et les problèmes, en fait, au lieu de les avoir réglés en sixième, au lieu de les avoir réglés en quatrième, au lieu de les régler
au bac, eh ben, on va les régler après, soit dans la vie active, en ayant des jeunes qui ne trouvent jamais du boulot, soit dans les universités, en mettant, sans le dire, faut pas le dire, mais en mettant des barrières pour passer en deuxième année, en troisième année, puis alors de la licence au master, alors là c'est la méga barrière pour bloquer tout le monde, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et parce que même si vous voulez faire autrement, comme ça a été le cas au Venezuela, eh bien, vous arrivez tout simplement à un moment où vous n'avez plus de productivité dans les entreprises. Donc ça n'aide absolument pas, parce qu'à un moment, ça se paye. Mais la réalité est toujours là, il faut la payer à un moment ou à un autre. Donc, pour notre cher Chavez au Venezuela, ce que l'on constate clairement, bien joué sur un analphabétisme. Là, il y avait un gros travail, ils ont fait le job, ils font baisser l'analphabétisme. Par contre, pour les diplômes, comme c'est distribué comme des petits pains, c'est un échec retentissant. Petit aparté, la cassette cubaine sont fournies dans le cadre de l'Alliance bolivarienne, une union politico-économique que le candidat Mélenchon souhaitait rejoindre en 2017. Si imprimer des billets faisait baisser la pauvreté, imprimer des diplômes ferait baisser la stupidité. Ça, j'ai toujours dit, pas comme ça, je ne connais pas la citation, mais je suis tout à fait d'accord. Imprimer des billets n'a jamais fait baisser la pauvreté. On a pu le voir avec notre chère Banque centrale qui en imprimait tant qu'elle pouvait. Et donc, imprimer des diplômes, ça ne fait pas baisser non plus la stupidité. Ce n'est pas le cas. Ce programme ne donne pas de résultats concrets sur la productivité du pays. Pire, le salaire réel baisse. Parce que votre productivité, elle va conditionner votre salaire. C'est-à-dire, plus vous avez une productivité élevée, plus votre salaire va être élevé. Et ce que l'on voit là, c'est que comme la productivité baisse, les salaires, ils ne sont pas très élevés. Alors, je peux vous dire que vous touchez... le salaire réel, c'est-à-dire le salaire réel, on compense avec l'inflation, parce que si on prend le salaire en tant que tel, d'une année sur l'autre, vous êtes toujours régulièrement augmenté, et ils ont fait la même chose là-bas, ils ont augmenté régulièrement les gens. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à l'inflation, vous perdez petit à petit du salaire. Vous perdez du pouvoir d'achat. Donc ce qu'on appelle le salaire réel, c'est le salaire corrigé avec l'inflation. Et on voit que justement, au Venezuela, petit à petit, le salaire réel avait commencé à baisser sous Chavez. C'est aussi la mise en place d'un système autoritaire. Les HLM sont distribués aux personnes en accord avec le régime. Et là aussi, vous avez, et sur place, des gardiens veillent à ce que les locataires soient fidèles au régime. Une surveillance liberticide se met en place. Et là aussi, vous voyez, les places, vous voyez, c'est un peu comme le lait. Les places des HLM, elles sont données en priorité aux amis du régime. D'ailleurs, il y a pas mal de députés LFI qui se sont illustrés aussi avec leur gestion des HLM. Mais, peu importe. Mais, voilà, les places de HLM, c'est donné si vous êtes copain avec le régime. Si vous êtes copain avec le régime, vous achetez le lait au prix fixé par le régime, puis vous le revendez au marché noir et vous gagnez de l'argent. En fait, tous ces systèmes, ils favorisent énormément le copinage. Et c'est vraiment, quand je dis copinage, évidemment, c'est le côté, je le prends de manière gentille, mais ils favorisent vraiment Non, je vais rester sur copinage, je ne veux pas employer de mots vulgaires ici. Le chômage diminue largement, ainsi que la place du secteur informel, qui prend désormais une place minoritaire dans l'économie. Il y a moins en moins d'entreprises, elles appartiennent de plus en plus à l'État. Un succès en trompe-l'œil, les salaires réels baissant, travailler ne rapporte pas de quoi vivre décemment. Et ça, vous l'avez eu aussi en URSS. On vous trouvait sans problème un boulot. Ce n'était pas un souci de vous trouver un boulot. C'était l'État qui contrôlait le travail. S'il décidait qu'il fallait 2000 personnes dans une usine, on mettait 2000 personnes dans une usine, et puis le lendemain, ils pouvaient dire non, mais on va en mettre 3000. On en mettait 3000, les gars servaient à rien, leur productivité était nulle. Et du coup, le salaire baisse comme la productivité est nulle, ou très faible, ou qu'elle diminue au fur et à mesure, les salaires réels, donc ceux corrigés de l'inflation, baissent aussi au fur et à mesure.
Ce qui fait que oui, vous avez un job, bravo, vous avez un job. Mais votre job ne vous permet pas de vivre correctement. Il vous fait perdre de l'argent en fait. Enfin, il vous en donne pas suffisamment pour vivre. Donc vous êtes bien content d'avoir un job, mais vous ne pouvez pas vivre. Et c'est vraiment ce que promet le communisme. L'inflation n'est jamais vraiment jugulée. Elle stagne à un niveau élevé qui paraît cependant bas par rapport à la situation actuelle. Oui, avant, l'inflation a explosé depuis les sanctions américaines 2017. Mais enfin, vous voyez que sous Chavez, vous avez une inflation qui va souvent entre 20 et 40%. Donc ce n'est pas non plus une inflation pour rigolo. Entre 20 et 40%, ça commence à être très élevé. Je vous rappelle que nous, quand on était à 6, 7, 10%, on hurlait. Donc 30%, c'est plutôt dur. Bon, maintenant, ils sont à 1 300 000%, donc maintenant, il n'y a même plus... Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos comme celle qui est au-dessus de moi, là, où sur le bord de la route, vous voyez des billets de banque, quoi, parce que les gens ne le ramassent même plus, ça n'a aucune valeur. Jusqu'ici, tout semble aller correctement. Oui, mais on voit déjà qu'il y a les soubresauts de la catastrophe qui arrive. Mais souvenez-vous, c'est les profits des industries pétrolières qui financent les politiques sociales redistributives. En effet, entre 2000 et 2008, certains indicateurs semblent bons. Mais jetez un coup d'œil au prix du pétrole. Vous voyez, 2008, on atteint le top, on augmente, on est au-dessus de 125 $ le baril. Donc c'est les moments où le pétrole n'avait jamais gagné autant. Donc Chavez a à ce moment-là beaucoup d'argent pour faire ses folies. Oui, seulement voilà. L'économie, ça bouge. Et le prix du pétrole, ça bouge beaucoup. Regardez les courbes. Sur cette période de 1999 à 2008, le prix du pétrole augmente, ce qui permet au Venezuela de vendre toujours plus cher son pétrole. En 2008, le prix du pétrole atteint un pic, mais la baisse de demande à cause de la crise entraîne la chute des prix. Et donc là, vous avez une chute des prix du pétrole, un gouvernement qui dépense énormément d'argent, beaucoup trop d'argent. Ses dépenses ont explosé en 10 ans. Le prix du pétrole chute, et bien du coup, vous n'avez plus de recettes. Et vous n'avez plus l'argent qui permet de financer vos dépenses folles. Dépenses que vous faisiez, qui permettaient de cacher un peu la misère, puisque déjà vous aviez les prix, vous aviez des pénuries dans certains aliments, et vous aviez les prix, les salaires réels qui étaient en diminution. Pire encore, le pétrole vénézuélien a un coût de production élevé car il est lourd et doit être raffiné. Et la politique économique en place a privé les pétroliers de l'argent nécessaire à la maintenance, à l'investissement de l'appareil productif. La production se met donc à chuter. Et j'ai fait une vidéo sur Draw My Economy, ma chaîne principale, il y a quelques temps, où je montrais la catastrophe même écologique qu'il y avait eu au Venezuela, dû au fait qu'on n'entretenait plus le pétrole pour pouvoir piquer un maximum d'argent pour pouvoir financer ces programmes fous, en fait. Est-ce donc les sanctions US qui plombent l'économie vénézuélienne? Non, c'est la politique économique de Chavez poursuivie par Maduro. Les sanctions US commencent réellement sous Obama en 2014 et les sanctions sur le pétrole commencent en 2017. Et c'est vrai que si vous regardez les différentes courbes que j'ai pu vous montrer, je ne vais pas revenir dessus, mais on voit que les problèmes, ils commencent largement avant 2017 ou même largement avant 2014, qu'en fait, on a rapidement, à partir de 2008, à partir du moment où le pétrole s'arrête de se vendre à des prix démesurés, à partir de ce moment-là, tout s'effondre. Avant, vous avez déjà des problèmes, mais des problèmes qu'on arrive à masquer grâce à la rente pétrolière, mais tout s'effondre à partir du moment où le pétrole chute en 2008, donc bien avant les sanctions américaines. J'aimerais aussi attirer votre attention
Sur l'alliance bolivarienne, l'organisation où l'Iran et la Russie sont des observateurs. C'est un signe de l'axe anti-occidental qui se forme depuis des années. Voilà, alors c'est un format de vidéo qui change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de faire, mais dites-moi à vous ce que vous en pensez de ce format si vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ce fil très intéressant sur Twitter et je voulais vous le partager. Dites-moi à vous ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.